C'est à l'extrême nord-ouest des États-Unis que débute la route du Pacifique, avec la fameuse route 101, ou Highway 101 comme l'appellent les Américains. Elle traverse 3 États, Washington, l'Oregon et la Californie, sur près de 2500 km. Entre San Francisco et Los Angeles, elle offre un parcours exceptionnel, avec en vedette les décors spectaculaires de la côte Pacifique. La route 101 débute non loin de Seattle, ville principale de l'État de Washington, située sur une côte découpée entre un bras de mer du Pacifique et le lac Washington. À 300 km au nord de San Francisco, la ville la plus européenne des USA, la 101 est rejointe par la mythique Highway 1, la route numéro 1. La première s'achève à quelques kilomètres des plages de Los Angeles, tandis que la seconde termine son parcours non loin de San Diego, la ville phare du sud-ouest de la Californie, elle aussi baignée par les eaux du Pacifique. La route du Pacifique offre une grande variété de paysages, entre vastes forêts de conifères et rivages soumis aux humeurs de l'océan. Si la plupart des plages restent vierges, d'autres accueillent des visiteurs pas toujours très discrets. Dans l'Ouest américain, les traditions ont la vie dure et se transmettent dès le plus jeune âge, de génération en génération. Mais la région a été aussi parfois à l'origine de mouvements inscrits dans l'histoire, comme celui des hippies, défenseurs du peace and love dans les années 1960. Les ports industriels des grandes agglomérations rappellent qu'une partie de l'économie ici est tournée vers la mer, grâce aux transports internationaux. Le pétrole, qui a bouleversé le destin de la région, reste une valeur sûre, avec parfois des forages à proximité de la côte. Le taux d'ensoleillement permet pourtant d'utiliser de nouvelles énergies, propres et renouvelables. La modernité est au cœur de la Silicon Valley, vaste espace productif, consacré à la haute technologie et aux industries de pointe. Beaucoup d'ingénieurs viennent des universités californiennes, comme celle de Stanford, toute proche. La gestion des eaux et la désalinisation sont au cœur d'une préoccupation majeure de la Californie, l'irrigation. Car il faut combattre la sécheresse chaque jour pour faire de cet État le premier producteur de fruits du pays. On rencontre sur la côte des colonies d'éléphants de mer qui appartiennent à la famille des phoques et leur cousin, le lion de mer. L'écureuil terrestre de Californie est un animal très curieux. Les pélicans, comme bien d'autres espèces d'oiseaux, pêchent le long du littoral, comme les loutres de mer et les canards, qui apprécient autant que les humains les ressources de cette côte pacifique. C'est la plus belle partie de la côte que l'on puisse parcourir. On l'a faite dans les deux sens. On est rentré chez nous pour travailler un mois, puis on est revenu et on a refait le même itinéraire. Oui, on adore ce voyage. On a pris la 101 parce qu'on n'avait jamais vu le Pacifique. La 101 rejoint la Pacific Coast Highway et aussi la route de la côte, celle qui longe la côte de la Californie depuis San Diego jusqu'à l'Oregon au nord. On fait la route de San Francisco à Carmel by the Sea, c'est beau, c'est magnifique. C'est une journée magnifique, il y a beaucoup d'arbres, l'océan est calme, c'est parfait. En Californie, la route 101 est rejointe par une autre route longue de plus de 1000 km, la Highway 1. Les deux parcours se croisent ou cohabitent jusqu'au sud de l'État. Mais c'est au départ de San Francisco que la route numéro 1 joue de son charme naturel et devient celle que l'on surnomme la California Dream Road, la route du rêve californien. Tout un programme qui débute aux abords d'une ville au charme fou mais au climat parfois capricieux, San Francisco.
Le Golden Gate Bridge, le pont de la Porte d'Or, ne se dévoile pas facilement. Responsable, le fog, une brume née des vents chargés d'humidité qui rencontrent l'eau glacée de la baie. Car la cité occupe la pointe d'une péninsule située entre le Pacifique et l'immense baie de San Francisco. Les pylônes qui soutiennent le Golden Gate Bridge, long de près de 2 km et inauguré en 1937, sont hauts de 227 mètres. Les 43 collines qui forment San Francisco sont moins élevées, mais elles n'ont pas empêché le découpage des rues en damier typique des villes américaines. Les collines ont aussi influencé l'architecture de certaines maisons et également la circulation, qui n'est pas toujours des plus aisées. Les rues en pente de San Francisco sont spectaculaires. L'une d'entre elles est particulièrement photogénique. Lombard Street, avec sa forte déclivité et ses 8 virages sur seulement 400 mètres. Elle a obtenu la distinction de route la plus sinueuse des États-Unis. On les appelle les Painted Ladies, les dames peintes, ces maisons victoriennes colorées qui ont résisté aux tremblements de terre et aux incendies et sont depuis longtemps l'un des symboles de la ville. À San Francisco, on compte plusieurs centaines de bâtiments d'inspiration victorienne, surtout dans les quartiers sud et ouest. Très rares et très prisés, les Painted Ladies se négocient dans le quartier d'Alamo Square en millions de dollars. Pour vaincre les pentes raides de San Francisco, le cable car, qui fut lancé en 1873, succédait à des tramways tractés par des chevaux. Pas de moteur, mais un réseau complexe de câbles et de poulies pour négocier un parcours tout en montée et en descente. Une vitesse constante de 15 km/h pour un moyen de transport désormais classé monument historique. Il y a toujours 2 conducteurs aux manœuvres, et c'est le son de la petite cloche qui leur permet de coordonner leurs actions. La cloche prévient également les passagers que le prochain arrêt est proche. Chaque cable car peut accueillir jusqu'à 60 personnes, 30 assises et 30 debout. C'est l'avion Air Force One qui arrive, mon gars. Sur les 3 lignes en activité, 2 nécessitent que le cable car fasse demi-tour sur une plaque tournante, en bout de ligne. Ici, pas d'électronique, juste une robuste mécanique du 19e siècle qui a depuis longtemps fait ses preuves. Une autre manœuvre délicate et non des moindres, arrêter le cable car. Ça, c'est le frein qui produit 20% de la force de freinage. Le frein avant produit 80%. S'il n'y avait pas ce frein, le cable car rentrerait tout seul à la maison à toute vitesse. Ville ouverte sur le monde, San Francisco attire depuis des siècles de nombreuses communautés d'immigrants. Chinatown, créée au milieu du 19e siècle, est la communauté chinoise la plus importante hors du continent asiatique. Elle a connu 2 vagues importantes de migration vers les États-Unis, à l'époque de la ruée vers l'or, puis lors de la construction du chemin de fer. Downtown a pour symbole la Transamerica Pyramide, haute de 260 mètres, et dont les 3700 fenêtres demandent 1 mois de nettoyage. Elle s'inscrit dans un quartier de building consacré aux affaires et à la finance. Le district de la finance est dominé par la tour Salesforce, le gratte-ciel le plus élevé de la ville avec ses 326 mètres. Son voisin, le 181 Fremont, ne mesure que 244 mètres. Moderne ou plus ancienne, l'architecture à San Francisco est un étonnant mélange de styles.
Rien de commun entre le style art déco de la Coit Tower et celui de la pyramide Transamerica, alors qu'elles sont toutes deux des symboles de la ville. Surplombé d'une tour horloge, le Ferry Building est à la fois un terminal pour ferry, un marché de produits locaux et un centre commercial. Il domine le quartier d'Embarcadero, qui s'étend jusqu'au quai du Fisherman's Wharf. Les pêcheurs se font rares ici, mais un musée maritime expose de vieux gréements, comme le Balcluta, un 3-mâts construit en 1886. Certaines jetées accueillent aussi des hôtes très particuliers. Vous pouvez voir les otaries à la jetée 39, un peu plus loin. Elles ne sentent pas bon, mais ça vaut la peine d'aller les voir. Elles sont venues des îles Farallon, à une 50aine de kilomètres d'ici, pour fuir les grands requins blancs. C'est pour ça qu'on peut les voir ici. Elles partent de temps à autre, mais elles reviennent toujours à la jetée 39. Et vous savez pourquoi elles reviennent toujours ici ? Je ne sais pas, je ne parle pas otaries. Les otaries ou lions de mer sont les mascottes de la ville. Elles peuvent s'installer ici librement tout au long de l'année. La liberté, une notion bien abstraite lorsqu'on évoque Alcatraz, cet ancien pénitencier qui a fermé ses portes en 1963. Il a accueilli quelques-uns des plus célèbres criminels du pays, comme Al Capone. Le Rocher, comme on le surnomme, trône au milieu de la baie de San Francisco, une vaste baie qui abrite quelques lieux hors normes. Sur la côte nord flottent les houseboats, les bateaux-maisons de Sausalito, une étonnante cité lacustre. Les houseboats ont servi d'habitation à une génération de hippies dans les années 1960-1970, avant de devenir résidence secondaire pour bourgeois aisés qui y viennent surtout le week-end. Le charme de San Francisco opère toujours et la région de la baie reste synonyme d'ouverture d'esprit. Direction le sud pour une étape balnéaire aux curiosités multiples, Santa Cruz. Son quai de 800 mètres est le plus long des côtes américaines. Il supporte notamment un parc d'attractions ouvert en 1907. Là encore, les lions de mer bénéficient d'une aire de repos sur mesure avant d'aller chasser merlus, harengs et autres anchois de Californie. À la croisée des chemins entre beach culture californienne et contre-culture à la mode hippie, Santa Cruz et ses plages font surtout le bonheur de sportifs amoureux de la glisse. Et cela débute près d'un ancien phare, transformé aujourd'hui en musée du surf, le premier du genre au monde. Tout a commencé durant l'été 1885, quand 3 jeunes princes hawaïens ont apporté leurs planches ici. Aujourd'hui, ils sont des milliers chaque année à venir surfer sur les différents spots de la ville, comme Lighthouse Point ou Pleasure Point. Ce n'est pas un hasard si l'on surnomme Santa Cruz Surf City. Mais le plus prisé des spots se trouve à 2 pas du musée. D'habitude, il y a beaucoup de vagues ici. C'est un très bon spot. L'eau est plutôt chaude aujourd'hui, peut-être parce que j'ai une combinaison. Les vagues sont bonnes, c'est le fun. L'hiver arrive, l'hiver est la meilleure saison pour le surf. Mais on peut surfer toute l'année. C'est au petit matin que les pêcheurs de Monterey sortaient du port pour aller pêcher la sardine, un poisson qui fit la fortune de la ville entre les années 1920 et 1940. Les conserveries ont été depuis longtemps transformées en bureaux ou en boutiques, mais l'histoire retient que Monterey vit toujours grâce à la mer. Dans son roman Cannery Row, John Steinbeck a immortalisé cette rue de la Sardine. Aujourd'hui,
un banc de sardines évolue en toute quiétude dans l'un des plus grands aquariums du pays, le Monterey Bay Aquarium. Un immense bassin reconstitue une forêt de kelp dans l'océan Pacifique. Cette algue marine sert de refuge aussi bien à de petits requins qu'à des crustacés, des anémones de mer et une multitude de poissons de tout gabarit. Les raies chauves-souris ont droit à un bassin spécial où le visiteur peut les nourrir et même parfois les caresser. Autre attraction, les méduses. Ces beautés n'ont ni squelette ni cerveau et leur corps gélatineux est composé à 95% d'eau. Mais attention, ce sont souvent des prédatrices qui paralysent leur proie à l'aide d'un puissant venin. Quand les petits poissons se regroupent, certains prédateurs sont en alerte, comme le requin-marteau et sa tête qui justifie son nom. Ou la loutre, qui adore faire son show devant les visiteurs. Toutes ces espèces marines sont présentes le long de la côte. Mais quelles sont celles que les plongeurs croisent dans la baie de Monterey? Des crabes, des limaces de mer, des étoiles de mer. On peut voir aussi beaucoup d'otaries à cette époque de l'année. Il y a une vie marine importante dans ce périmètre qui n'est pas très grand. L'ours est le symbole de la Californie. Il veille sur les bâtiments de l'hôtel de ville de Monterey, installé au cœur du quartier historique. Les nombreuses maisons anciennes témoignent des racines espagnoles et mexicaines de la Californie. Monument historique, la Larkin House est la première maison à 2 niveaux de Californie construite dans les années 1830. Entre Monterey et Carmel by the Sea, une route mythique, une route privée, la 17 Mile Drive. Elle débute à Spanish Bay où les golfeurs sortent leur club en profitant d'une vue exceptionnelle sur l'océan. Les différents parcours y sont bordés de somptueuses demeures, idéales pour se rendre directement sur les greens. Mais la 17 Mile Drive, c'est avant tout une route ouverte sur l'océan. De gros rochers émergés accueillent pélicans et cormorans. Ils peuvent être le lieu de rendez-vous des otaries, mais aussi le point de rencontre entre l'écureuil et le goéland. Parfois, la route fait des incursions dans la forêt constituée essentiellement de cyprès. L'un d'entre eux a voulu prendre son indépendance, le Lone Cypress, le cyprès solitaire. Quand golf, résidences de luxe et vues sur l'océan font bon ménage, les prix des habitations frôlent l'indécence. Mais le site est exceptionnel et à chaque virage, les arbres prennent des postures d'œuvres d'art. Carmel by the Sea, ou plus simplement Carmel, est une petite bourgade qui s'est développée autour d'un centre-ville semé de boutiques et de maisons anciennes.
Carmel est connu pour avoir accueilli nombre d'écrivains comme Jack London ou Georges Simenon. Mais le résident le plus connu est Clint Eastwood, qui fut élu maire de la ville en 1986 avec 75% des voix. Il quitta ses fonctions 2 années plus tard. Facile d'avoir le coup de cœur pour une petite ville qui ne compte que des belles boutiques et des galeries d'art. Ici, les fast-foods et les panneaux publicitaires sont interdits. Monument historique, la mission San Carlos Borromeo est l'une des plus anciennes missions espagnoles de Californie. Fondée en 1770 par les frères franciscains, le monastère abrite aujourd'hui un musée et une école, tandis que l'église poursuit son activité paroissiale. À partir de Carmel, la Highway 1 emprunte l'un des plus beaux itinéraires de toute la côte pacifique, sur 150 km. C'est la région de Big Sur. C'est vraiment ma route favorite. Et les gens qui visitent la Californie sont impatients de voir cette route. C'est une des priorités pour leur séjour. Quelle est pour vous la plus belle partie de la côte ? Je dirais que Big Sur, cette partie de la côte ouest, est probablement la plus spectaculaire. Du moins pour moi. La route suit une côte bordée de falaises, résultat d'une collision entre la chaîne côtière Santa Lucia et la plaque de l'océan Pacifique. La végétation s'est adaptée à un climat chaud et tempéré, mais subit parfois des vents côtiers violents. Big Sur a son Golden Gate Bridge, toute proportion gardée bien sûr. Bâti sur une falaise tombant à pic, le Bixby Bridge domine l'océan de ses 85 mètres de haut. C'est l'achèvement de la Highway 1 en 1937 qui a ouvert Big Sur sur la civilisation et a permis la construction de maisons parfois haut perchées. Big Sur tient son nom des Espagnols qui avaient baptisé la région El País Grande del Sur, le grand pays du Sud. À l'époque, le territoire était sauvage, livré aux embruns de l'océan. Ces paysages sont devenus des héros de romans sous la plume d'Henri Miller ou de Jack Kerouac. Ce dernier a signé un ouvrage dans lequel il raconte sa retraite dans une cabane isolée de la côte. Les routes qui longent le Pacifique font partie du patrimoine américain. Spectaculaire, sujet de livres, de films et de chansons, ici, on n'oublie pas qu'elle marque aussi le bout du continent, la dernière frontière de la conquête de l'Ouest.